On se retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu de mes lectures d'été, mieux vaut tard que jamais, hein. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. J'ai fait plutôt des bonnes lectures cet été. Franchement, là, les trucs que j'ai à vous présenter, c'est que des bonnes choses. Il y a clairement un énorme coup de cœur. Si vous avez suivi la chaîne ces derniers temps, vous vous doutez un petit peu duquel c'est. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Le premier titre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Toutes les saveurs de Kenyo. C'est une novella qui est parue dans la collection Une heure lumière de Le Bélial. C'est toujours des petits formats comme ça. Vous savez combien j'apprécie Ken Liu, qui est un auteur donc, américain d'origine chinoise. C'est un texte qui se déroule aux États-Unis au 19e siècle, à l'époque de la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'or. Et on va suivre une petite fille qui s'appelle Lily, qui vit dans l'état de l'Idaho et qui va un jour croiser le chemin d'un groupe de mineurs chinois. Parmi ces mineurs, il y en a un qui ressort, on va dire, particulièrement, qui a une présence particulièrement forte, qui est grand, fort, qui parle avec une grosse voix, et il s'appelle Guan Yu. Et ce que va faire Ken Liu dans ce texte, c'est qu'il va un petit peu revisiter le personnage de Guan Yu. Guan Yu, c'est un général qu'on retrouve dans des légendes chinoises. C'est un personnage donc à l'origine de fiction, qu'on retrouve notamment dans le roman iconique Les Trois Royaumes, mais qui est devenu une sorte de divinité. Il est un petit peu vu comme une sorte de dieu de la guerre, si vous voulez. On va être dans une espèce d'ambiguïté où ce personnage que rencontre Lily, qui s'appelle Lao Guan, donc le vieux Guan en fait, lui raconte toute l'histoire de Guan Yu, et c'est presque comme si en fait il partageait les souvenirs de ce personnage. Alors je sais pas si vous l'avez compris, mais du coup c'est pas forcément un récit avec une grosse composante imaginaire. C'est presque plutôt un récit un petit peu historique, on peut dire. Voilà, qui est vraiment ancré en fait, on va dire, dans le climat de cette époque de la ruée vers l'or, de la conquête de l'Ouest. La seule en fait dimension un petit peu fantastique, c'est le mystère qui tourne un petit peu autour de ce personnage qui est peut-être une sorte de dieu réincarné, on ne sait pas trop. Mais finalement, l'objet de cette histoire, c'est surtout toutes les tensions et en même temps les rapprochements qu'il va y avoir entre ce petit groupe de mineurs chinois qui sont très loin de chez eux et le reste de la population qui les regarde pas toujours d'un œil très positif. Et on va avoir cette petite fille qui, elle, est un petit peu innocente, on va dire, et qui en fait, assez naturellement, commence à se rapprocher de ce groupe et commence à apprendre à les connaître et à en parler à ses parents. Ça va créer des inquiétudes et puis finalement des beaux moments. C'est un texte en fait qui parle d'un sujet assez actuel. C'est un texte qui parle d'immigration, d'intégration dans un pays qui à l'origine n'est pas le sien mais qu'on finit par adopter comme son pays. C'est un texte qui parle de tolérance, c'est un texte sur voilà, la façon d'apprendre, on va dire, à vivre ensemble. Et c'est des sujets en fait que Ken Liu a déjà abordés dans d'autres de ses textes. C'est présent dans La Ménagerie de papier, c'est présent dans ses recueils de nouvelles. Parce que Ken Liu, c'est un petit peu ce qu'il a vécu, hein. C'est, à l'origine, il est né en Chine et puis il est parti vivre aux États-Unis. Donc on sent vraiment en fait que ce qu'il raconte, c'est très personnel et c'est de l'ordre du vécu. Et c'est vraiment intéressant parce que voilà, ça parle en fait du fait d'avoir cette double culture et d'avoir ce passé, enfin ces origines qui nous sont chères, et en même temps d'avoir créé un nouveau chez soi ailleurs. Je vous conseille peut-être d'aller lire un petit paragraphe sur Guan Yu avant ou après d'avoir lu ce texte, mais il reste tout à fait abordable en soi parce qu'en fait justement le personnage de Guan Yu va un petit peu vous être représenté. Voilà, c'est pas mon préféré de Ken Liu, mais je l'ai quand même trouvé très beau. En plus il est court, il se lit vite, donc voilà, c'est un beau texte.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire le tome 2 des Métamorphoses, c'est-à-dire la suite de Vita Nostra. C'est vraiment un roman qui m'avait beaucoup plu, j'en avais parlé sur la chaîne et aujourd'hui, en fait, finalement, en ayant encore plus de recul, je me rends compte que il m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire que je m'en souviens toujours assez fortement et bah du coup j'étais forcément très impatiente de lire la suite, de découvrir donc Numérique de Marina et Sergueï Diatchenko. J'étais un petit peu déçue en fait que le tome 2 ne s'appelle pas Brevi Est. Même sur la tranche on voit même pas Brevi Est, il est que derrière là. Je pense que je comprends un petit peu pourquoi ils ont fait ça d'un point de vue éditorial, parce que c'est vrai que comme c'est une trilogie, mais en fait c'est des récits qui sont quasi totalement déconnectés, voilà, qui ont en commun ce thème de la métamorphose, mais qui sont, qui proposent des intrigues et des personnages totalement différents. Je pense que l'intérêt c'était que on fasse pas forcément le lien en fait entre les deux et qu'on comprenne bien que il est possible de lire en numérique sans avoir lu Vita Nostra et inversement. Mais bon, on n'est pas là pour ça. En attendant, qu'est-ce que j'ai pensé de Numérique? C'est pas facile pour moi de faire cet avis, d'autant que avant de filmer cette vidéo, enfin il y a quelques temps, j'ai vu l'avis de Cornelius dessus. Cornelius pour qui Vita Nostra a été un énorme coup de cœur. Et il a déjà dit pas mal de choses sur Numérique, il en a assez bien parlé d'ailleurs je trouve. Donc ce que je peux vous dire c'est que je pense personnellement qu'il n'y a absolument pas besoin donc d'avoir lu Vita Nostra pour lire Numérique, c'est juste deux histoires qui sont complètement décorrélées. Par contre, quand on a lu Vita Nostra, on retrouve dans Numérique une sorte de schéma qui était déjà présent dans Vita Nostra, à savoir que on va avoir un héros, dans Vita Nostra c'était une héroïne, qui est assez jeune et qui, dans des circonstances, on va dire, un peu obscures, un petit peu inquiétantes, va faire la rencontre d'un personnage adulte, cette fois-ci, qui va lui proposer de participer à une sorte de programme un petit peu mystérieux. Donc, dans Vita Nostra, c'était l'invitation à rejoindre une école. Dans Numérique, on va suivre le personnage donc d'Arsène. Arsène, c'est un jeune homme, il est vraiment très jeune, je sais plus, je crois qu'il a 15 ans. Et Arsène, son truc, c'est les jeux vidéo. Voilà. C'est un gamer, il est à fond, il passe la plupart de son temps à jouer, il sèche même les cours pour jouer, et visiblement, il est très bon dans ce qu'il fait. Donc il joue à des jeux en ligne, des jeux de rôle multijoueurs, mais lui, au niveau où il joue, c'est comme si dans l'univers de ce jeu vidéo, lui, il jouait vraiment un personnage dirigeant de cet univers, et il est vraiment en fait à l'intérieur du jeu, dans des jeux de pouvoir, des intrigues politiques, et même en fait du coup dans des jeux de pouvoir avec une dimension financière. C'est-à-dire que il y a de l'argent qui circule dans ce jeu, et lui il a trouvé en fait un moyen, parce qu'il est un petit peu malin, de se faire de l'argent à côté, toujours en fait en ligne, de façon à avoir, on va dire, un porte-monnaie assez bien rempli, chose que ses parents ne savent absolument pas. Il va se retrouver dans des circonstances que je vous décris pas, contacté par un certain Maxime. Maxime, je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a la trentaine, quelque chose comme ça. Et Maxime, il se présente à Arsène comme un dirigeant d'une entreprise qui développe des jeux vidéo, a priori des jeux vidéo un petit peu hors normes, qui sont amenés, on va dire, à surprendre le public. Et il va dire à Arsène, bah voilà, toi tu es un joueur exceptionnel, viens travailler pour moi et m'aider à tester mes jeux en compagnie d'autres personnes. Et Arsène va se retrouver en fait dans un espèce de processus de recrutement un peu bizarre, où il va devoir passer des épreuves en compétition avec quelques autres adolescents pour, in fine, obtenir un poste dans l'entreprise de Maxime. Donc comme je le disais, vous voyez, on retrouve un petit peu cette structure à la Vita Nostra, où vous avez un héros, une héroïne, donc adolescent, adolescente, qui, dans des circonstances un peu bizarres, rencontre donc un espèce de personnage, de mentor, et en même temps un mentor qui a ses secrets, on ne sait pas exactement ce qu'il veut et tout,
qui va le mettre en fait dans ce contexte un petit peu particulier où il va être en compétition avec d'autres adolescents pour un objectif qui est connu et à la fois pas complètement connu, enfin en tout cas qui est auréolé d'un certain mystère. Et comme dans Vita Nostra, les épreuves auxquelles va être confronté Arsène vont être assez particulières et assez difficiles et assez éprouvantes. Dans Numérique, vous allez vous retrouver un petit peu face à la même chose que dans Vita Nostra, c'est-à-dire que le personnage principal, donc dans Vita Nostra c'était Sacha, là c'est Arsène, c'est pas forcément quelqu'un d'hyper attachant en fait. C'est loin d'être quelqu'un de parfait. Ne vous attendez pas à vous attacher forcément, à vous identifier au personnage principal parce que en fait il va pas toujours être très sympa quoi, voilà. Surtout Arsène, là, Sacha je trouve que c'était déjà le cas. Là, Arsène encore plus, et il y a des moments où on va vraiment, on va ressentir de l'empathie pour lui, on va s'attacher à lui, etc. Et il y a des moments où on va le trouver, mais horrible. J'aime bien en fait ces récits qui nous poussent en tant que lecteurs à ne pas complètement faire confiance et voilà, à prendre un petit peu de recul aussi sur les agissements des personnages finalement. Je peux vous le dire, en fait j'ai eu peur avec ce livre. Franchement, j'ai eu peur. Parce que ça parle d'un sujet auquel moi j'accroche beaucoup, ça parle des jeux vidéo. J'ai vraiment eu peur, notamment au début, qu'on bascule en fait dans un truc un peu facile. Pour vous la faire courte, les jeux vidéo c'est le mal. Et ça m'énervait un petit peu parce que je me suis dit ok, on est direct dans le cliché du gamer qui du coup n'a que ça dans sa vie, qui pense pas à sa famille, qui pense pas à ses amis, et le jeu vidéo c'est pas bien, et ça vous déconnecte du monde, et etc. Enfin voilà, c'est un discours que j'aime pas trop, que je trouve un petit peu facile. Oui, c'est sûr, c'est vrai, il faut faire attention, mais entre guillemets, les jeux vidéo c'est comme tout, c'est-à-dire que y a rien de négatif en soi. C'est juste que tout excès n'est pas bon. C'est-à-dire que toute forme de dépendance et de pratique, on va dire, excessive, n'est pas forcément souhaitable et a des aspects négatifs. Au début, j'ai eu un peu peur. Et en fait, en l'ayant terminé, je trouve que c'est ça qui est fort avec Marina et Sergueï Diatchenko, c'est que on ne tombe jamais dans le manichéen. On ne tombe jamais dans quelque chose de facile. C'est-à-dire que ce livre va effectivement aborder la question de notre dépendance au numérique, finalement, aux jeux vidéo, mais aussi aux réseaux sociaux, à Internet, à la télévision, au blog, à toute cette vie virtuelle, finalement. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que on est dans un discours critique et en même temps, on n'est pas complètement dans la condamnation. Je trouve que Marina et Sergueï Diatchenko, dans ce livre, ils ont assez bien su cerner ce phénomène qui est qu'en fait, aujourd'hui, la vie virtuelle, entre guillemets, ça fait partie de notre vie. Ça a des aspects négatifs, c'est pas toujours facile d'équilibrer vie réelle et vie virtuelle. Mais en fait, c'est là, et on peut pas faire comme si c'était pas là. Il n'y a pas de leçon claire en fait. Pour moi, c'est plus une interpellation. Encore une fois, je pense que la fin peut en frustrer beaucoup. Parce que c'est pas une fin où tout s'éclaire, voilà, c'était ça. Non, c'est plus une fin entre guillemets qui est sujette à interprétation. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. J'ai pas envie en fait de trop en parler en vidéo parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui auraient envie de le lire, mais je serais très très contente d'en parler en commentaire avec vous si vous l'avez lu. Ce qui est sûr, c'est que là où on était un petit peu dans une ambiance à la Dark Academia dans Vita Nostra, là, on est un petit peu plus dans une ambiance à la Matrix, je dirais. Je trouve que l'univers, du coup, est un petit peu plus attendu et un petit peu moins original que Vita Nostra. En tout cas, moi, je peux pas dire que j'ai été déçue par Numérique. Peut-être un petit peu moins surprise, un petit peu moins marquée.
mais j'ai quand même beaucoup aimé. Le livre suivant, comme je le disais, c'est un coup de cœur. Il rentre très clairement dans la liste des coups de cœur 2021. Il s'agit des Lions d'Alrasan de Guy Gabriel Kay. Les Lions d'Alrasan, c'est un récit de fantasy historique. En fait, c'est même quasiment un récit historique, sauf que c'est un récit historique fictif. Il n'y a quasiment pas de dimension magique dans ce roman. Vous vous attendez vraiment pas à des mages et des boules de feu, c'est absolument pas ça. C'est un roman qui réinvente, on va dire, une période de l'histoire qui, en tout cas pour moi, était assez peu connue, la période de la Reconquista en Espagne aux alentours du XIe siècle. L'Espagne est un petit peu coupée en deux entre les catholiques du coup qui sont au nord et les musulmans donc qui ont envahi l'Espagne et qui sont plutôt sur la partie sud. Les catholiques vont chercher à reconquérir l'Espagne. Sauf que, donc, je sais pas si Guy Gabriel Kay fait ça dans tous ses livres, parce que c'est le premier roman que je lis de lui, toutes les dénominations sont modifiées. C'est-à-dire que l'Espagne ne s'appelle pas l'Espagne, les villes ont d'autres noms, Madrid, Corfou, Tolède, tout ça c'est des noms qui sont modifiés, et on parle pas de catholiques ou de juifs ou de musulmans. Il y a un dieu du soleil, il y a un dieu de la lune et il y a un dieu des étoiles. Avec ces petites modifications, on a l'impression en fait d'être dans un univers de fantasy, mais en fait c'est vraiment calqué sur une réalité historique. Alors je suis pas historienne, hein, donc je suis pas en mesure de dire si c'est bien ou mal retranscrit. Et c'est notamment la période où on va avoir le personnage du Cid, le Cid historique, une figure militaire qui a inspiré la pièce de théâtre de Corneille. Et dans du coup ce roman, il y a un des personnages en fait qui est une réinterprétation du Cid. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu le Cid hein, pour lire ce roman, absolument pas. L'histoire va commencer avec une médecin, une docteure réputée comme son père l'était précédemment, qui va se retrouver malgré elle mêlée aux tensions politiques en cours. Parce que voilà, hein, je vous fais pas un dessin, on est dans un contexte pas de guerre de religion. Les tensions en fait sont en train de s'accentuer. C'est une période qui est très très dure. Il y a énormément de tensions politiques, de complots politiques. Et en fait, ceux qui payent le prix de tout ça, c'est le peuple. Il y a des impôts qui sont très lourds, il y a des raids aussi. Parce que comme du coup le pays est divisé entre des factions ennemies, les différentes factions en fait n'ont aucun scrupule à venir piller les territoires qui ne sont pas sous leur contrôle. Et cette médecin qui est en fait, on le comprend, donc elle est de confession, donc l'équivalent de confession juive dans le récit. Et elle va être amenée par le hasard en fait à rencontrer un personnage qui est un général du côté donc plutôt des catholiques. Je crois que c'est le côté de Sol, donc du soleil dans le livre. Et aussi un éminent représentant politique du côté plutôt des musulmans. Donc c'est du côté de la lune, je crois, dans le livre. C'est beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de jeux de pouvoir, c'est très bien fait, donc c'est quelque chose que moi j'aime bien. Guy Gabriel Kay, il prend ce contexte extrêmement difficile hein, quand même de guerre entre différentes religions, et en fait il va arriver à traiter le sujet de façon pas du tout manichéenne. Les personnages, aussi bien les trois personnages principaux que les personnages secondaires, sont tous super bien construits, très crédibles, pas faciles, pas clichés. On s'attache à ce groupe de personnages, mais tellement. En fait, les trois personnages principaux représentent trois factions différentes. Et par le hasard, ils vont se retrouver
à s'attacher énormément les uns aux autres et à être confrontés en fait au poids du monde qui les entoure, à être dans un climat qui fait qu'ils ne peuvent pas rester ensemble, ça peut pas rester comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un livre mais incroyable. Pour moi, c'est un appel au vivre ensemble et à la tolérance, et ça montre en fait combien on a des courants, on a des forces, on a des événements qui font que on va se retrouver en tant qu'individu à être mis dans une faction. On cherche en fait à nous mettre dans des cases et à nous opposer les uns aux autres. Mais en fait, quand on redescend au niveau de l'humain et de l'individu, on est capable de se lier et on est capable de faire preuve de solidarité, on est capable de s'aimer, on est capable de s'entraider. Et pourtant, malheureusement, des fois, on est confronté à des forces qui nous dépassent et on essaye de composer avec, on essaye de se défendre, on essaye de vivre ensemble et vraiment j'ai trouvé que c'était un livre qui nous retournait en fait et c'est vraiment pour moi un bouquin qui du coup parle en fait d'une période de l'histoire qui est très lointaine et qui est pourtant encore d'une énorme actualité avec des propos très très forts. Les personnages sont incroyables, le personnage féminin donc principal, le personnage de la docteure, elle est géniale. Encore une fois, Guy Gabriel Kay, il réinvente pas l'histoire, c'est-à-dire que il décrit encore une fois une société traditionnelle avec des tensions qui sont ce qu'elles sont, des rôles entre les hommes et les femmes qui sont ce qu'ils sont, mais il arrive à construire un personnage principal féminin qui est génial. Pareil pour les personnages masculins, je trouve que il aurait pu aller un petit peu plus loin, mais il ose aussi des choses avec des personnages masculins qui sont... c'est génial quoi. Et les persos, je sais que je les oublierai pas. Tant Jeanne, donc c'est la médecin, que Rodrigo, c'est le général, Camar, c'est l'homme politique. Franchement, moi j'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est vraiment aller à leur rencontre. À la fin, j'ai été dans un état, la tension et tout, mais... oh là 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 là, mais tellement d'émotions. Enfin voilà, c'était merveilleux, c'était incroyable. Je sais pas si tous les livres de Guy Gabriel Kay sont de cette qualité, mais alors il démarre très très fort. Moi j'en ai déjà d'autres qui me font de l'œil. Après voilà, moi je sais que je suis très perméable à la fantaisie historique. Je sais que ça me dérange pas par exemple s'il n'y a pas beaucoup de magie et si on est presque, voilà, encore une fois dans un récit historique. Peut-être que vous ça vous plaira pas, mais franchement c'est tellement génial. Voilà, essayez. Et voilà pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné peut-être quelques idées de lecture, qui sait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter si vous avez lu certains de ces titres, même à venir me poser des questions, hein, si vous voulez, je sais pas, davantage de précision sur tel ou tel titre. Je vous souhaite de faire de très belles lectures, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous, que la saison automnale démarre bien, que vous faites de belles lectures. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!